Merci de bien vouloir vous asseoir. Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Soglo, mes respects. Madame la Vice-Présidente de la République, Mariam Tchabi-Tallata, chère colistière. Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers jeunes, merci. Chers concitoyens, ce que nous avons accompli ces 10 dernières années, beaucoup croyaient que ce n'était pas faisable, c'était impossible. Le fait pour un pays africain sans ressources naturelles abondantes d'avoir la capacité de se lever, d'avoir la capacité de respecter, de tenir ses engagements dans le temps, d'avoir la capacité de dire non quand beaucoup, presque tout le monde dit oui. Et ça a été le cas pendant la Covid, où beaucoup demandaient les annulations de dettes, tendaient la main sans d'abord regarder ce qu'ils étaient capables de faire par eux-mêmes. Le Bénin a été quasiment le seul à dire non à ça. Être capable d'opérer des transformations si majeures en si peu de temps relevait d'un défi quasiment impossible. Mais nous l'avons fait. Et nous l'avons fait grâce à la vision du président Talon dans son projet de société dénommé Bénin Révélé. Et donc grâce à cette vision, grâce au travail acharné, grâce au sacrifice de nous tous ici, nous avons réussi à trouver notre chemin de développement. Mais le chemin du développement est un processus long, un processus par étapes. Sur ce processus long, la capacité d'un État à répondre aux attentes, aux besoins des uns et des autres dépend également de ce qui se passe autour de nous. Il est clair, et nous le voyons tous depuis plusieurs années maintenant, la sous-région, le monde dans son ensemble traverse des crises après crises. Ces crises, mais également quelques erreurs que nous avons commises, nous ont empêchés de pouvoir apporter au plus grand nombre la prospérité que nous envisagions. Parce que nous avons pris du retard sur notre projet de société, nous entendons de plus en plus de jeunes, de femmes, nos populations dans le monde rural s'impatienter. Nous entendons de plus en plus de demandes de personnes qui ont du mal à régler les problèmes les plus basiques du quotidien. Et tant qu'il reste un Béninois qui n'a pas encore senti les fruits de la croissance dans son ménage, c'est qu'il reste encore du travail à faire. Je lisais récemment un rapport qui indiquait que dans les pays européens, avant la crise de la Covid, un citoyen sur 7 était en situation qualifiée de pauvreté. La situation de pauvreté n'est pas une réalité que africaine, c'est une réalité globale. Mais il y a pauvres et pauvres. Il y a l'extrême pauvreté. Et l'extrême pauvreté se caractérise par 5 facteurs. L'accès à la nourriture, le fait pour quelqu'un de se lever le matin et de ne pas avoir la moindre idée de ce qu'il mangera dans la journée. L'accès à l'eau potable, la moitié du poids de notre corps est constitué d'eau. Boire de l'eau des marigots, c'est se rendre structurellement malade. Ne pas avoir accès à un soin de santé de proximité. 3e facteur, se soigner. 4e, avoir un toit. Et 5e, un emploi. Et le nombre de nos concitoyens dans cette situation d'extrême pauvreté est désormais intolérable.
Si la réalité de la pauvreté est une réalité mondiale, la réalité de l'extrême pauvreté est un défi que nous pouvons affronter ensemble. J'ai l'habitude de marcher de temps en temps le long de la route magnifique des Pêches, et 2 jours de suite, j'ai croisé le même jeune homme. 6h45, je croise le jeune homme, assis, ça m'a interpellé, mais j'ai continué mon chemin. Le lendemain, même heure, je vois le même jeune homme. Du coup, ça m'interpelle. Je m'arrête, je l'interroge. Et je me rends compte qu'il s'agit d'un jeune venu d'une commune lointaine. Ses parents se sont serré la ceinture, sacrifiés pour lui payer des études. N'ayant pas été bien orienté, il a fait une licence en sociologie. Et ça fait 3 ans qu'il tourne en rond sans emploi. Et ce jeune homme, ce matin, je lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait la veille? Il n'avait rien fait. Son dernier repas remontait à plus de 24 heures. Donc, la réalité de la souffrance, la réalité de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, ce n'est pas loin de nous, hein. C'est là, à côté, également. De la même manière que nous avons relevé le défi de montrer que c'était capable, que nous étions capables de nous relever, de trouver notre chemin, oui, nous serons capables d'affronter le défi de l'extrême pauvreté. Je voudrais faire une pause et vous rappeler l'une de mes toutes premières interventions en tant que ministre de l'économie et des finances. Nous sommes en décembre 2016. Je présentais la vision du président Talon sur la transformation de notre économie. Et j'indiquais que compte tenu de la structure de notre économie, compte tenu du rythme de progression de la population, il fallait absolument porter le taux de croissance, c'est-à-dire la vitesse à laquelle nous créons les richesses dans le pays, il fallait porter ce taux au-delà des 7%. Tant que le rythme de création de richesses ne dépassera pas ce seuil de 7%, et compte tenu de la structure de notre économie et des naissances qui viennent tous les jours, nous n'allons pas réussir à renverser le rythme de création d'extrêmes pauvres. Alors je suis heureux de vous annoncer que depuis l'année passée, nous avons franchi ce cap. L'année passée, nous avons dépassé le seuil de 7% et cette année, malgré les crises, nous allons dépasser encore le seuil de 7%. D'un budget de 1 000 milliards il y a 10 ans, le budget aujourd'hui fait plus de 3 000 milliards. Je vous donne ces chiffres pour vous indiquer que nous sommes désormais prêts. Nous avions dit en 2016, et je ne savais pas que j'allais avoir le privilège d'être devant vous pour présenter un projet de société, mais je l'ai dit dès 2016, qu'il fallait absolument passer ce cap. Il se trouve, ce cap est maintenant passé. Nous sommes désormais prêts à aborder la deuxième étape de notre développement. J'ai dit que le processus de développement était un processus long et par phase, et donc j'ai le privilège de vous entretenir donc ce matin sur les grandes lignes de ce projet de société qui va marquer la prochaine phase de notre développement. Le principal défi étant l'extrême pauvreté, la question était comment concentrer, orienter, diriger l'action publique pour qu'elle soit au plus proche de la population. Comment faire pour que la prospérité arrive le plus vite possible dans chacun des foyers? Comment faire pour que vous, jeunes, chacun d'entre vous, ayez une opportunité pour faire révéler vos talents? Et ce que nous proposons dans ce projet de société, dans sa première partie, vous le verrez tout à l'heure quand on vous distribuera les brochures, c'est de poser le cadre d'une nouvelle dynamique de l'action publique. Désormais, l'action publique va s'orienter autour de 6 pôles de développement régionaux. Le pays tout entier sera divisé en 6 régions
Et schématiquement, c'est les anciens départements. La première région sera Atakora-Donga. Nous aurons Bogwa-Liboré, Zou-Colline, Ouémé-Plateau, Atlantique Littoral, Monokufo. Nous allons instaurer des autorités pour chacune de ces 6 grandes régions. L'idée, c'est d'établir un plan spécifique de développement de chaque région. Chaque région devra avoir un écosystème économique basé sur ses atouts, ses savoir-faire. Donc, visuellement, vous verrez un cercle qui est le moteur du développement de chaque région. Et ce moteur doit être drivé, comme on dit, dirigé par les spécificités, les atouts et les savoir-faire de la région. En plus de ce moteur, il y aura 4 axes cardinaux, 4 sujets transversaux qu'on devra retrouver dans chacune des autres régions. Il s'agit de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et de l'innovation. Je voudrais insister là-dessus. Quelle que soit la spécificité de la région, il faudra trouver dans chacune de ces régions ces 5 choses. L'écosystème spécifique qui tient compte des réalités, des savoir-faire, des atouts de la région, mais il faudrait obligatoirement que les 4 facteurs que j'ai indiqués, agriculture, industrie, tourisme et innovation, soient présents dans chacune des régions. Sur l'agriculture, je démarrerai par ça. Nous avons la chance d'avoir l'activité agricole dans toutes les régions du pays. Mais il y a des réalités qui parlent. Nous savons très bien que 3 millions de producteurs agricoles, aujourd'hui, sont des actifs qui, pour beaucoup d'entre eux, sont dans un état de pauvreté. C'est des gens qui souffrent, qui travaillent, mais malgré ça, quand ils sont malades, ils ont du mal à se soigner. Quand ils finissent à 50 ans, la force les lâche, ils n'ont pas de retraite. Et nous connaissons tous les conséquences de cet état de fait. Les mariages précoces, les mariages multiples. Les enfants sont devenus la seule assurance retraite dans le monde rural. Nous pouvons mettre fin à ça. En mettant l'agriculture comme pilier transverse de toutes les régions, nous allons lancer un programme spécifique qui vise à proposer aux paysans la chose suivante. Nous voyons les paysans, nous disons, nous avons l'intention de vous accompagner pour améliorer vos rendements. Je prends le cas du maïs. Aujourd'hui, au Bénin, nous faisons entre 1 tonne 2 à l'hectare de maïs. Nous savons qu'avec un bon encadrement, avec les bons intrants, avec la mécanisation, nous pouvons aller à plus de 5 tonnes à l'hectare. Alors imaginez le paysan à qui on propose le projet suivant. Nous venons vers vous, nous vous accompagnons sur la période en apportant le package, l'accompagnement, la mécanisation, les intrants, donc les bonnes semences, les engrais. Si à la fin de la récolte, vous avez moins de votre tonne à l'hectare, on vous paye. Si vous avez plus du tonne à l'hectare, qui est votre rendement habituel, alors on prélève une partie de l'excédent, on prélève en nature, on se charge de commercialiser et avec cet argent, on fait 3 choses. 1, on met un peu de fonds de côté pour renouveler le programme pour le paysan, pour racheter l'intrant et payer l'encadrement pour la saison suivante. 2, on met un peu de moyens pour sa santé. Et 3, on lui constitue sa réserve pour sa retraite. En fait, beaucoup de programmes pour la prévoyance et la retraite des paysans ont échoué, notamment parce qu'il y a une réalité qu'il faut percevoir et dont il faut tenir compte. Le paysan qui récolte et qui va au marché, qui vend son produit et qui a le cash en main, ne lui demandez pas de contribuer pour demain. Pour lui, aujourd'hui, est déjà assez difficile. Donc, il faut absolument trouver un système par lequel, 1, on commence par augmenter le rendement du paysan et 2,
on lui prélève sa récolte.